Ravi de vous retrouver dans Parlement Hebdo, 45 minutes d'actualité politique et parlementaire. Bonjour Mickaël. Bonjour Katia. À la une cette semaine, le coup d'envoi du marathon budgétaire. À l'Assemblée, les députés ont entamé l'examen des recettes. Le projet de loi prévoit 3 milliards de hausse d'impôts et 15 milliards d'économies. L'effort repose essentiellement sur les ménages. Nous prendrons la direction de Marseille pour la primaire socialiste en vue des élections municipales. Ambiance pour le moins électrique entre Samia Ghali et Patrick Mennucci pour le débat d'entre-deux tours. Accusations en tout genre. La réconciliation prendra certainement un petit peu de temps. Et puis il y a un an démarrait un long bras de fer à Notre-Dame-des-Landes. D'un côté des CRS mobilisés sur la zone de construction du nouvel aéroport, de l'autre des opposants au projet qui tiennent bon. Un documentaire diffusé sur notre antenne revient sur cette lutte. C'est le plus de Parlement Hebdo. Et pour commenter toute cette actualité, bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Députée écologiste de la Somme, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Alors je vous propose de regarder avec nous cette petite image qu'on va vous proposer. C'était votre première intervention dans l'hémicycle 24 juillet 2012. C'était aux questions d'actualité. Plutôt sage, peut-être un petit peu impressionné. Alors 1 an et demi plus tard, on va voir ce que disent vos confrères de vous, si vous le voulez bien écouter. Investie, engagée. Et en même temps respectueuse. Percutante dans ses interventions, parfois un peu éloignée des réalités du terrain, très certainement. Efficacité, calme et sens de la répartie. Assez vindicative par moments, ayant de l'obstination et puis parfois excessive, voilà. Sincère, quelqu'un qui a des convictions et combative. Je crois que c'est une bonne présidente ou coprésidente de groupe écologiste. Je ne la décrirai pas parce que franchement, je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec la prétention. Ouais. Réaction. J'entends excessive, travailleuse, bonne élève. Qu'est-ce que vous préférez parmi tous ces qualificatifs ? Oh, il y a un peu de vrai dans tout ça. Je suis quelqu'un qui a des convictions et c'est vrai que parfois on se laisse emporter par l'enthousiasme ou parfois aussi en se disant mince, les choses n'avancent pas assez vite. Après, je pense que je suis aussi quelqu'un de compromis et c'est important en politique de savoir passer les compromis parce que le jusqu'au boutisme, ça ne mène nulle part. Alors Barbara Pompili, c'est parti pour une semaine très politique qui commence sur fond d'élections. Lundi, marqué par la victoire du FN à Brignoles, son candidat Laurent Lopez a battu l'UMP Catherine Delzer avec 1000 voix d'avance. L'appel au Front républicain n'a visiblement pas fonctionné pour cette cantonale partielle. Pierre Lascar et Charles Villeneuve étaient sur place. La candidate UMP s'est voulue jusqu'au bout confiante et sûre de l'efficacité du Front républicain. J'attends la proclamation. Un combat n'est jamais perdu jusqu'à la dernière seconde. Delzer. Lopez. Un peu avant 20h, les résultats tombent. Avec plus de 53%, c'est une victoire sans appel du candidat FN, Laurent Lopez. Ça montre que les gens se sont réveillés, ça montre que les gens n'écoutent plus l'UMPS. Ça montre que le système est tombé ce soir. Mais pour Laurent Lopez, pas question de voir dans le score de dimanche un aboutissement, mais plutôt une promesse d'autres victoires lors de futurs scrutins. Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Écoutez, j'espère sincèrement que Brignoles marquera peut-être le début de la reconquête de notre pays. Voilà, que ça va manifester l'espoir pour tous ceux qui souffrent sur la France. Quelques ténors frontistes avaient fait le déplacement, l'occasion d'annoncer la mort du Front républicain. Ces modes de scrutin ont été faits pour mettre en place 2 grands partis et éviter un 3e parti. Aujourd'hui, la preuve est que seuls nous pouvons gagner malgré ces alliances. Et donc en cela, c'est un symbole extrêmement important. Même si le score est impressionnant, il reste toutefois à relativiser. Le FN a certes gagné hier soir son 2e conseiller général, mais le maillage du territoire par un tissu d'élus locaux bleu marine reste encore loin. Barbara Pompili, ce résultat de Brignoles, pour vous, c'est avant tout une victoire du FN ou une défaite du Front républicain ? Je crois que c'est une défaite des partis républicains en général qui se retrouvent à devoir gérer une situation dans laquelle on voit bien qu'il y a un lien qui s'est coupé avec les gens. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand je vois les réactions depuis cette élection, que ce soit à gauche comme à droite, où on a tendance à se renvoyer dos à dos, à s'envoyer les invectives les uns les autres, je ne vois pas en quoi ces réactions politiciennes vont améliorer la situation. Donc moi,
politique aussi. Vous avez bien entendu, sûr. vous avez bien entendu aussi ce qu'a dit le Parti socialiste. Si nous, Parti socialiste, nous ne sommes pas au deuxième tour, c'est à cause de nos alliés, c'est à cause du fait que vous, les Verts, vous êtes partis en solitaire. Mais les écologistes sont évidemment responsables de tout ce qui se passe de pas bien dans ce pays. Tout le monde est responsable. Je pense qu'on a une responsabilité collective et qu'il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. L'avancée des extrêmes a toujours existé dans les périodes de crise. On est en période de crise, donc il y a déjà cet élément-là à prendre en compte. Face à cette période de crise, qu'est-ce que nous proposons comme réponse? Et c'est là où est le problème. Là, les réponses proposées par le gouvernement, ça ne va pas assez vite. Alors il y a aussi une attente absolue, et là on sent que le gouvernement ne répond pas suffisamment vite aux attentes des gens, donc ça c'est le premier problème. Et l'opposition en face est tellement dans ces batailles internes, ces batailles de leadership, que ça profite au Front National. que les gens se disent mais l'opposition n'apporte rien non plus comme proposition pour régler nos problèmes. Ils sont centrés sur leurs problèmes et ils ne regardent pas nos problèmes. Résultat, évidemment, ça attise les mécontentements et les voix vont vers le Front National. Alors, on va écouter attention aussi, attention. Je vous propose d'écouter l'analyse du Premier ministre Jean-Marc Ayrault après ce résultat. La responsabilité des dirigeants de l'UMP, qui n'ont même pas levé le petit doigt pour défendre leur candidate, est extrêmement importante. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent ainsi qu'une partie de leurs électeurs les fuit pour aller directement vers ce parti. Voilà, c'est ce que vous disiez, l'UMP et le PS qui se renvoient dos à dos. Voilà. Donc ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'aux élections municipales. Non, vraiment, moi je fais un appel à tous les politiques pour que le niveau remonte, pour que les gens, que moi je vois dans ma permanence, quelqu'un disait que j'étais déconnectée du terrain, enfin il faudrait qu'on nous suive un peu sur le terrain pour comprendre qu'au contraire on voit ce qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est que les gens disent vous ne vous intéressez pas à nous, on se sent abandonné. Vous sentez cette démobilisation de la gauche notamment sur le terrain? C'est plutôt un sentiment, la gauche donne un sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que les atermoiements des politiques qui sont menées, c'est-à-dire on avance, on recule, on hésite, c'est très mauvais parce que du coup les gens se disent, à tort d'ailleurs, hein, mais se disent il n'y a pas de cap. Et ça, c'est pas rassurant. Et quand on est dans une période de crise, quand on voit les usines qui ferment, etc., on a besoin d'avoir des gens qui donnent un cap. Le Front National donne un très mauvais cap, mais il en donne un. D'un mot, Barbara Pompili, parce que ce que j'entends, c'est une vraie critique du gouvernement, une vraie critique aussi de la ligne suivie par le président de la République. Non, c'est pas une critique de la ligne, c'est une critique de la communication autour de la ligne. Et c'est une critique aussi, on en parlera peut-être, mais effectivement de certains atermoiements, notamment sur le budget. On va y venir longuement d'ailleurs. Voilà, notamment sur le budget, qui font que, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne, alors que, encore une fois, ce n'est pas le cas. Mais certains éléments de communication font que les gens croient que on navigue à vue. Alors on va en parler, mais en attendant, une autre ville est sous les feux de l'actualité, Marseille, où a eu lieu la primaire socialiste. La sénatrice Samia Ghali a créé la surprise en se qualifiant pour le second tour, tout comme Patrick Mennucci. La ministre Marie-Arlette Carlotti a été éliminée. Un scrutin sur fond de soupçons et d'accusations. Oui, un débat pour le moins tendu entre deux tours, entre Patrick Mennucci et Samia Ghali. Je vous propose évidemment de regarder cet extrait qu'on va commenter ensemble. Patrick Mennucci a le soutien des élus, moi j'ai le soutien des Marseillais. Finalement, ceux qui leur ont expliqué pendant des mois et des mois qu'ils étaient des anti-systèmes, anti-magouilles, anti-discussions entre amis, c'est ceux qui sont en train de les pratiquer aujourd'hui. Moi je n'ai rien demandé à personne, je n'ai fait aucun arrangement avec personne, je n'ai absolument rien promis à personne. Les gens font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, oui. Et d'ailleurs, mais écoute, il vaut mieux avoir, tu sais, Jean-Marc Ayrault a promis. Je vais te dire une chose. Jean-Marc Ayrault l'a promis, dis-le, Patrick. Je ne sais rien. Il a reconnu, Eugène, qu'il a eu. Et toi-même, Patrick, tu as dit, oh, ils lui ont promis un poste de sénateur. Toi-même, tu l'as promis. Si tu as dit ça, Patrick, si tu as dit ça, tu l'as dit à tes camarades, Patrick. Je regrette vraiment que tu abaisses notre débat. Envoyé pour le climat, Barbara Pompili. On va s'intéresser aux primaires marseillaises, aux primaires en général. C'est le plus de l'hebdo. Pour commenter notamment ce rôle des primaires dans la vie politique, Denis Jeanbart, notre éditorialiste, nous a rejoint. Bonjour Denis. Bonjour. Alors justement, ces primaires, vous l'avez vu cet extrait, c'est assez significatif, c'est jamais un long fleuve tranquille.
Oui, mais celle du Parti socialiste pendant l'élection présidentielle n'avait pas été non plus un long fleuve tranquille, il faut s'en souvenir. Il y avait eu des phrases assez rudes qui avaient été prononcées, notamment contre François Hollande, je vous rappelle, par Martine Aubry. Quand il y a du flou, il y a un loup. C'était pas une phrase non plus. Est-ce que c'est si bon que ça, ces primaires, finalement? Moi, je crois. Je crois que les primaires, c'est un progrès de la démocratie. Et c'est un moyen aussi d'établir une fluidité entre les partis, les militants, mais aussi les sympathisants et les Français en général. Donc je trouve que globalement, c'est un progrès démocratique et que ça sera irréversible dans notre vie politique et que voilà, c'est une très grande nouveauté dont on mesure peut-être pas toutes les conséquences. Ça va pas sans débat chaotique, mais la politique, c'est aussi le débat. Le débat chaotique, chez vous aussi, vous avez connu ça, Nicolas Hulot, Eva Joly. Oui. Non, je suis d'accord avec vous globalement. Je pense que les primaires sont plutôt une avancée parce que ça permet aussi à des gens qui ne sont pas investis dans les partis politiques de venir donner un avis et faire avancer le débat. En plus, ça permet aussi de parler un peu de fond puisque on est dans des primaires sur des gens qui sont normalement du même bord politique. Donc c'est intéressant. Et moi, j'étais même assez favorable pour les municipales dans certaines villes où une figure ne s'imposait pas particulièrement de faire des primaires à toute la gauche, par exemple, des primaires ouverts sur toute la gauche. Ça peut s'entendre dans certaines villes, ça pouvait s'entendre à Nantes, ça pouvait même s'entendre à Amiens, où je suis élue. Denis Jeanbart, on a l'impression, on a vu quand même il y a un débat assez cacophonique, on a l'impression qu'il faut vraiment être à Marseille, Marseillais, pour comprendre quelque chose à ce D'abord, il faut quand même rappeler le nombre de participants à la primaire au premier tour. Il y a quand même eu 20 000 personnes, et je vous rappelle qu'au moment de la présidentielle, il y avait eu 27 000 personnes à Marseille. Donc sur une élection comme ça mobilise quand même beaucoup de monde. Et même si on les amène en bus et en voiture, c'est quand même beaucoup de monde qui se déplace et qui s'intéresse. Donc il y a un vrai intérêt. Ensuite, la politique, c'est ça aussi. Et on voit bien qu'il y a deux stratégies différentes sur Marseille. Deux visions irréconciliables, finalement. Ils se réconcilieront après l'élection. Vous savez, on en a tellement vu. Hein. C'est ça aussi le débat politique. On s'affronte, on se confronte et après on se retrouve. Ça laisse parfois des traces, mais pas tant que ça. Justement, ça laisse des traces. Nicolas Hulot, Eva Joly, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est irréconciliable. C'est pas irréconciliable. Nicolas Hulot a mal vécu ce qui est arrivé et aussi le fait que nous, justement, on avait une primaire ouverte, mais où finalement, peut-être qu'on n'a pas réussi à attirer suffisamment de monde sur ces primaires. Parce qu'on n'est pas un aussi gros parti que ça. On n'a peut-être pas aussi, en termes de délai, réussi à faire comme il fallait. Enfin, c'est un début, les primaires. C'est dur à mettre en place des primaires. C'est pas évident. Mais en ce qui concerne Marseille, je pense qu'il y a aussi un arrière. Il y a quand même un lourd passé politique à Marseille. Il y a quand même le système Guérini qui perdure, qui n'a jamais été vraiment soldé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque M. Guérini est toujours là. Donc ça crée des tensions, et on voit bien que là, ce qui est en train de ressortir, c'est toutes ces tensions-là, quelque part. Est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose que finalement on purge un peu tout ça? Je pense que c'est plutôt une bonne chose et que les arbitres soient les Marseillais plutôt que de l'interne. Je pense que c'est une très bonne chose. Cela dit, je rappelle que sur Marseille, il y a aussi d'autres possibilités. Voilà, on peut aussi faire une respiration politique en votant pour Karim Zeribi, qui lui aussi est issu des quartiers marseillais et qui a beaucoup de choses à proposer. Moi, je trouve que il y a aussi d'intéressant, alors il y a une confrontation, mais il y a aussi deux choix, deux lignes politiques qui s'affrontent. Et on voit bien d'ailleurs que Mme Galli, elle joue les Marseillais contre Paris. Mais ça, c'est une tradition. Il y a une identité, il y a un ADN marseillais. Marseille aime s'opposer à Paris. Ça, je crois qu'elle l'a compris. C'est ce qui peut réserver une surprise, qui a d'ailleurs nourri la surprise du premier tour et qui peut se retrouver au second tour. Merci beaucoup, Denis. Merci, Denis. Alors, on passe à mardi avec le coup d'envoi d'un débat marathon. C'est un moment fort de la vie parlementaire. Les députés ont entamé l'examen du projet de loi de finances pour 2014. Ils ont commencé par les recettes, c'est-à-dire les impôts, les grandes lignes de ce texte, avec Elisa Bertolomé. Pas de pause fiscale en 2014. Le projet de loi de finances comporte bien 3 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires. C'est essentiellement sur les ménages que va porter cet effort via une baisse du quotient familial ou le maintien du taux réduit de TVA à 5,5%. Le gouvernement parle de quasi-stabilisation des impôts, mais un sentiment de ras-le-bol fiscal persiste. Pour adoucir ces hausses de prélèvements, en commission des finances la semaine dernière, les députés ont voté quelques aménagements.
Par exemple, l'avantage fiscal pour les parents d'enfants scolarisés dans le secondaire et le supérieur est maintenu. Les entreprises seront mieux loties. La montée en puissance du crédit d'impôt compétitivité et emploi restituera 10 milliards d'euros aux entreprises via une baisse du coût du travail. La taxe sur l'excédent brut d'exploitation ne verra pas le jour. Elle sera remplacée par une surtaxe de l'impôt sur les sociétés. La taxe à 75% fait son grand retour dans ce projet de loi de finances. Elle sera acquittée par les entreprises et non par les ménages pour les salaires supérieurs à 1 million d'euros. Mais l'essentiel du budget porte sur des économies. Le gouvernement doit réduire les dépenses de 15 milliards d'euros pour ramener le déficit à 3,6% du PIB. L'objectif fixé par Bruxelles. Alors Barbara Pompili, votre groupe a obtenu les avancées que vous souhaitiez, que vous demandiez, notamment sur la fiscalité écologique. Est-ce que tel quel, vous allez donc le voter, ce budget 2014? On va pas jouer à se faire peur. On s'est fait peur au début septembre parce que le budget qui était annoncé ne tenait compte en rien de ce que nous avions déjà négocié avec le Parti socialiste. Donc là, on a été obligé de taper du poing sur la table. Aujourd'hui, vous les avez, c'est garanti. Depuis, on a obtenu un certain nombre de progrès qui sont significatifs, notamment la TVA baissée pour la rénovation thermique des bâtiments, qui va vraiment relancer un secteur qui en a besoin, et en plus dans le sens du développement durable. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Non, c'est pas suffisant. On a réussi aussi à obtenir notamment des baisses comment dire, un début de fiscalité qui s'appuie plus sur la pollution et moins sur les salaires, ce qu'on demande depuis très longtemps, de réorienter la fiscalité et qu'elle pèse moins sur les salaires. Et puis on a réussi aussi à obtenir des exonérations, des suppression d'exonération, par exemple sur les engrais qui avaient un avantage alors qu'ils étaient question très précise. Pour bénéficier de cette TVA sur la rénovation thermique, il a fallu ne pas augmenter la TVA sur les produits de première nécessité. Elle devait passer à 5%, elle reste à 5,5%. Oui. C'est quand même, il y a une contradiction pour ceux qui en ont besoin, pour le peuple tout simplement. On n'était pas d'accord, on a voté contre d'ailleurs le fait de rester à 5,5. On pense qu'il fallait, à partir du moment où c'était annoncé... Il fallait bien vous contenter, il fallait bien vous faire plaisir et trouver des solutions. Il y a d'autres moyens de financer ça. Par exemple, il faudrait s'occuper du crédit impôt recherche qui pose de vrais problèmes d'optimisation fiscale, c'est-à-dire que c'est devenu une aubaine pour certaines entreprises, alors que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de développer évidemment la recherche et le développement qui sont très importants pour avancer vers l'investissement et puis vers l'orientation vers d'autres modes de production. Mais ça, on peut le faire en ayant un crédit impôt recherche un peu plus calibré. Parce que pour l'instant, la manière dont il est calibré, on perd beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'effets d'aubaine. Et ça ne première nécessité, il ne fallait pas y toucher. Moi, j'aurais préféré qu'on n'y touche pas. Mais maintenant, 5,5. Attention, on n'est pas non plus sur une énorme différence. Moi, je trouve qu'à la limite, on n'aurait pas dû l'annoncer. C'est peut-être un signal. C'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un problème à Bercy. Et là, moi, je le dis au gouvernement, il y a un problème à Bercy qui balance comme ça des idées... C'est qui le problème exactement à Bercy? Moi, vraiment, je pense que ce sont les services de Bercy. Les services de Bercy. Les ministres. Mais non, parce que les ministres, on leur propose plein de choses. Le ministre ne peut pas être spécialiste de tout. Maintenant, je pense que les ministres doivent avoir une ligne et que Bercy doit servir cette ligne. Le fait qu'on balance comme ça des annonces qu'on retire après, c'est pas, il y en a eu plein. Je pense à l'EBE, par exemple. Je pense aussi à ça. Ça donne cette impression dont je vous parlais tout à l'heure, d'une espèce de naviguer à vue et qui est très préjudiciable sur tout le monde. Donc, quand on annonce quelque chose, on s'y tient. Et là, le problème, c'est qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, ce n'est plus possible. Et sur cette affaire de budget, ça pose des problèmes. Qui n'a rien à voir avec le budget, mais peut-être un petit peu, mais en tout cas avec l'économie. Vous allez nous dire si c'est préjudiciable ou pas. Cette nuit, il y a eu un accord entre EDF et Areva pour la vente de 2 EPR aux Anglais. Donc le nucléaire, encore du nucléaire, toujours du nucléaire, vous étiez contre. Il y a un coup de canif dans le contrat ? Non, là, nous, ce qu'on veut, c'est baisser la part du nucléaire dans l'électricité consommée en France. Donc, passer de 75 à 50%. Voilà, passer de 75 à 50%. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est que dans la loi sur la transition énergétique qui va arriver au printemps prochain, que la trajectoire pour arriver à cet objectif soit expliquée, soit montrée dans le temps, qu'on ait un calendrier, etc. Et une méthode. Parce que pour l'instant, c'est un peu flou et c'est vrai qu'on avance et il faut que ce soit plus précis que ça. Alors, on va parler également de la réforme des
des retraites que les députés ont adopté, voté en première lecture et de justesse, 270 pour, 249 contre et 49 abstentions. Il faudra travailler plus longtemps. Les salariés devront payer plus au titre des cotisations vieillesse et les retraités paieront davantage eux aussi. Première réforme d'un gouvernement de gauche. Barbara Pompili, pourtant, les Verts se sont abstenus. Pourquoi ? Oui, on sait, ça a été douloureux pour nous parce que c'est vrai que on considère que c'est une occasion manquée, cette réforme des retraites. Il fallait remettre à plat le système, qui est un vieux système, qui est basé sur une économie et sur une période historique qui n'a plus du tout rien à voir avec ce qui existe maintenant. Donc, c'est une occasion manquée. Maintenant, après, il faut regarder le texte tel qu'il est. Qu'est-ce qui a manqué pour que vous votiez cette réforme des retraites ? Il y avait quelque chose en trop, c'est-à-dire qu'il y avait l'allongement de la durée des cotisations. Cet allongement de la durée des cotisations qui est complètement incompréhensible dans la mesure où on sait que maintenant, les gens à partir de 55 ans, il y en a énormément qui ne travaillent plus, qui sont au chômage. Il n'y a pas vraiment le choix, donc ils ne peuvent plus cotiser. Enfin, on est sur un système absurde, en plus qui va certainement être revu puisque la mise en œuvre est prévue pendant très longtemps. Je pense que faire ça montrait qu'on n'avait pas voulu toucher au système et qu'on trouvait une solution qui était très mauvaise. Donc nous, on ne pouvait pas voter, rien qu'à cause de ça. Il y a d'autres éléments, mais l'allongement de la durée de cotisation, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'en dit la majorité socialiste quand vous vous abstenez sur les retraites ? Oh, bah, ça les embête. Cela dit, on n'a pas voté contre non plus, même si on aurait pu se poser la question. L'abstention, c'est un entre-deux déjà. On n'a pas voté contre parce qu'il y a quand même quelques avancées. Moi, j'essaye de ne pas tomber dans la caricature. Donc, j'essaye de dire les choses. Sur la pénibilité, il y a un vrai changement d'état d'esprit. Ça va toucher beaucoup de monde. C'est une première en Europe, quand même. C'est une première en Europe et il faut le saluer. C'est pour ça que nous, on ne voulait pas voter contre parce qu'on ne voulait pas. On voulait montrer qu'on saluait cet effort-là. Mais le problème du financement des retraites n'est pas résolu et les solutions qui ont été trouvées ne sont pas bonnes. Puisqu'on parle d'avenir, la France, vous le savez peut-être, veut accueillir l'exposition universelle de 2025. Elle présentera sa candidature. 2 parlementaires soutiennent ce dossier. Les explications de Julie Hulin. Des trottoirs roulants, une première ligne de métro, un petit et un grand palais, 50 millions de visiteurs. Nous sommes en 1900, Paris accueille l'exposition universelle. Un événement qui n'a pas été réédité depuis. Et si la France déposait sa candidature pour 2025 ? Une idée lancée il y a 2 ans par le député maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin. La France a besoin, peut-être aujourd'hui plus que jamais, de retrouver un élan, de se remobiliser, de se recréer un rassemblement. L'idée, c'est d'avoir un territoire de projet qui soit nouveau. Paris a été le territoire de projet des expos du 19e siècle. Le Grand Paris doit être le territoire de projet des expos du 21e siècle. Et le Grand Paris, articulé avec ses métropoles, avec les grandes métropoles françaises. Le concept, réemployer de façon éphémère les infrastructures du futur Grand Paris et les monuments existants des grandes villes françaises. La Tour Eiffel relookée par les Chinois, Versailles réinventé par le Brésil, chaque exposant se verrait attribuer un lieu pour une performance qui devrait faire appel aux nouvelles technologies. Là où quelques-uns qui nous écouteraient se diraient mais qu'est-ce que c'est que cette lubie de finalement 2 élus locaux, les maires de Neuilly et d'Alfortville, qui auraient envie d'initier ce projet. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire au moment où on parle de crise, de compétitivité, de chômage ? Eh bien, au contraire, ce projet ne peut être que fédérateur, un fédérateur économique, un booster d'aménagement du territoire. L'association Expo France 2025, créée pour soutenir cette candidature, s'est déjà attiré le soutien de grands acteurs économiques, politiques et universitaires. Objectif, être prêt pour le dépôt des candidatures en 2016. Là, vous qui entendez beaucoup de choses sur le terrain, vous entendez c'est la crise, on peut rien faire. Voilà un projet qui bouge, qui parle d'avenir. Oh là, je pense que les gens d'Amiens se contrefoutent de ce projet, pour être clair. Mais après, alors là, je découvre, parce que j'étais pas au courant de cette candidature-là. Si ça peut permettre de montrer vers où on veut aller, si ça peut permettre de donner des perspectives, de voir quel monde on veut avoir demain, pourquoi pas? Le problème, c'est peut-être un petit peu des séminaires gouvernementaux qui disent qu'est-ce qu'on fera en 2020. Oui, mais après, le problème, c'est que ce genre de choses, en général, c'est plutôt pour montrer comme on est beau par rapport aux autres. C'est souvent la promotion du gigantisme, c'est souvent la promotion des grands champions, de montrer qui est le plus beau, qui est le plus fort. Fédérateur aussi, quand même, comme projet. Ça dépend comment c'est fait. Il me semble qu'à l'exposition universelle, on avait aussi exposé des indigènes de manière pas très respectueuse des droits de l'homme
à l'époque. Donc je pense que tout ça, il faut faire attention. Si c'est quelque chose qui est tourné vers le monde, qui est tourné vers la coopération, qui est tourné vers l'entraide et vers des valeurs humanistes, ça peut, pourquoi pas, être intéressant. Après, dépenser des sommes folles pour une opération, malgré tout, de communication, attention, dans la période, il faut faire attention à ce qu'on fait de l'argent public. Alors, on va revenir au cœur de l'actualité avec mercredi une affaire à la une qui suscite l'indignation à gauche. Leonarda, 15 ans, kosovar, interpellé pendant une sortie scolaire et expulsé vers son pays. Cela s'est passé le 9 octobre dernier dans le Doubs. Depuis, l'affaire provoque une tempête au sein de la gauche. Le ministre de l'Intérieur est mis en cause. Rabika. Tout a commencé à la sortie du Conseil des ministres. En l'absence de Manuel Valls en déplacement, Vincent Peillon a dû répondre aux questions sur les conditions d'expulsion de Leonarda, une Kosovare de 15 ans reconduite à la frontière lors d'une sortie scolaire. Une sortie scolaire, c'est de la scolarité. Et notre règle, c'est qu'on n'intervienne pas lorsqu'il y a scolarité. Je demande donc qu'on sanctuarise l'école, qu'on garde nos principes de droit et nos principes d'humanité à l'avenir. Au Parti socialiste, c'est l'indignation. Après les propos de Manuel Valls sur l'impossible intégration des Roms, l'expulsion de Leonarda, scolarisée depuis 5 ans en France, provoque un tollé. Qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Or, on a dépassé la ligne rouge. C'est pas une expulsion, c'est une rafle, aller chercher un enfant dans son école. Et ça, la gauche ne peut pas signer ce type d'acte. Donc c'est inacceptable. Leonarda a été scolarisée. La famille de Leonarda est présente en France depuis 2009. Donc la famille de Leonarda était à 8 semaines de satisfaire aux critères de la circulaire de régularisation de novembre dernier. Il y a quelques années, quand ça arrivait, quand nous étions dans l'opposition, on était émus et souvent indignés. Et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes sentiments quand ça arrive aujourd'hui. Le clivage est net. Du côté de l'UMP, on soutient Manuel Valls, ministre favori de la droite. On ne peut pas critiquer le ministre de l'Intérieur sur une expulsion. Il applique les lois de la République. Et si on commence à jouer à chaque fois en disant « mais elle était là depuis un certain temps », ce que je peux comprendre, à ce moment-là, il n'y a plus de règles. Dans l'après-midi, la polémique continue d'enfler et s'invite aux questions au gouvernement. Est-ce que pour colmater l'explosion de votre majorité, vous allez sacrifier un préfet de la République qui n'a fait qu'une chose, son travail? En fonction des résultats de cette enquête, Monsieur le Président de la Jacob, je prendrai toutes les responsabilités qui s'imposeront le moment venu. Et s'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé. Cette famille reviendra pour que sa situation soit examinée, réexaminée en fonction de notre droit, de nos principes et de nos valeurs. L'enquête administrative ouverte par le ministère de l'Intérieur rendra ses conclusions dans 48 heures. Alors l'affaire est loin d'être terminée puisqu'on a appris que le père avait menti sur les origines kosovares de sa famille. Bref, rien n'est encore clair dans cette affaire. Il y a une enquête en cours. Quelle est votre position? Certains demandent des sanctions et notamment jusqu'à la démission de Manuel Valls. C'est ce que vous demandez vous aussi? Non, alors... Moi, je vois qu'on est en train de faire encore de la politique politicienne sur des sujets qui sont des sujets graves. Donc moi, j'essaye de regarder plutôt le fond de l'affaire. Le fond, c'est qu'on a des règles sur la politique d'immigration qui, à mon avis, sont plus très adaptées. Et de toute façon, quels que soient les résultats de l'enquête administrative, qu'il y ait eu ou non une faute, on voit que la manière dont ça s'est passé, ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous parce qu'on est dans de l'humain, on est dans de la... Ce qui vous choque, c'est plus les conditions de l'interpellation de la jeune Kosovo. Ce qui me choque, c'est que manifestement, on n'est plus dans un traitement humain des choses. Et ne jamais oublier, et ça, c'est l'affaire Leonarda qui l'a peut-être montré, mais on en a tous dans nos circonscriptions. Moi, j'ai une lycéenne qui s'appelle Nané, qui est dans dans la même situation, et d'ailleurs qui reçoit un soutien de tous les lycéens qui sont avec elle. Donc, on est face à des affaires humaines, et donc il ne faut jamais les traiter comme des affaires de chiffres. Il faut les traiter comme des affaires humaines. Après, qu'il faille des règles, je l'entends. Est-ce qu'elles sont encore adaptées? C'est à voir. Donc nouvelle circulaire peut-être? Peut-être. Le fait que pour demander une régularisation, des personnes soient obligées de payer 50 €, je peux vous dire que rien que ça pose un problème parce que des gens du coup qui n'ont pas, en général ils cumulent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'une extrême pauvreté, ils peuvent pas sortir comme ça 50 €. Donc on voit bien que on a des règles à revoir, mais surtout ne jamais oublier que c'est toute la misère qui s'exprime dans ces personnes-là qui cumulent généralement. Vous n'avez pas parlé forcément du ministre de l'Intérieur, oui ou non?
Est-ce qu'il est remis en cause? Est-ce qu'il a bafoué les valeurs de gauche, comme on l'a beaucoup dit? J'ai pas envie d'en parler dans la mesure où tout le monde sait ce qu'on pense, parce qu'il y a eu l'affaire des Roms avant, parce que on voit bien que on est en train de déraper, parce que peut-être qu'on oublie. Encore une fois, qu'on est face à des familles, qu'on est face à des enfants. Mais moi, je ne veux pas. On est en train de crever de la politique politicienne. On est en train de crever des affaires des uns et des autres. Moi, je pense que Manuel Valls devrait se poser de vraies questions sur la manière dont il traite ses dossiers. Après, je ne veux pas hurler avec les loups, parce que je veux qu'on reste sur le fond des affaires. Est-ce que vous ne pensez pas justement donc que c'est à l'Élysée, ou Matignon en tout cas, de reprendre en main le dossier pour rédiger éventuellement une nouvelle circulaire claire et nette et dire franchement, donner vraiment franchement le ton sur la politique migratoire, voilà. Qu'on en tire des leçons, pour que ce ne soit plus possible, pour que des enfants qui sont scolarisés puissent continuer à être scolarisés. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Après, le président, le Premier ministre, moi, je ne donne d'injonction à personne. Je dis simplement que là, on est face à un vrai problème et qu'il faut trouver des solutions. Et qu'évidemment, en attendant d'avoir trouvé des solutions, cette famille a été traitée de manière scandaleuse. Donc que Leonarda puisse revenir et qu'elle puisse, en attendant que cette affaire soit gérée, qu'elle puisse reprendre ses études. Parce que pendant ce temps-là, elle est en train de perdre des heures de cours. Elle est en train de... Vous soutenez les lycéens qui bloquent les écoles en ce moment ou pas? Écoutez, c'est le côté positif de cette affaire, c'est qu'on est en train tellement de parler de la montée du Front National, de la montée des égoïsmes, de la montée de l'individualisme et puis du rejet de l'autre. Oui. Les lycéens nous donnent une belle leçon. Je vous le dis, ils le faisaient à Amiens bien avant l'affaire Leonarda. Ils le font là. Ils nous donnent une belle leçon de citoyenneté, d'humanisme. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'ils pouvaient descendre dans la rue par solidarité. Je trouve que c'est une belle image et évidemment que je soutiens leur mouvement. Alors on va passer au jeudi, si vous le voulez bien. L'UMP fait son inventaire, en tout cas, ou presque. La réunion au siège parisien de l'UMP a bien eu lieu, mais pas l'inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy, puisque la quasi-totalité des têtes d'affiche du parti manquait à l'appel. Le président de l'UMP, lui, était bien présent. Il a dit veiller au rassemblement. Écoutez. Il ne s'agit pas non plus de régler je ne sais quel compte personnel, ni avec Nicolas Sarkozy, ni avec François Fillon. D'abord parce que l'autoflagellation, ça ne fait jamais avancer les choses. Et ensuite parce que moi je n'accepte pas que certains fassent de la question du bilan une occasion de je ne sais quel règlement de compte. Je demande simplement qu'ils ne viennent pas alors dire, après, au fil d'interviews ou de discours, ce qu'ils n'ont pas voulu dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux, aux militants et sympathisants de notre famille politique. Alors le bilan de l'UMP, j'imagine que c'est pas vraiment votre tasse de thé, c'est pas forcément votre parti, mais moi j'ai une question très simple. Si. D'accord, alors écoutez, j'avais bien envie d'entendre votre avis, après je vous poserai une autre question. Non, parce que on en revient au problème qu'on a vu tout à l'heure. C'est que on est face à une montée des extrêmes. Pourquoi? Parce que on n'est pas capable de proposer des alternatives aux gens. Et le rôle de l'opposition démocratique, c'est de proposer des alternatives. Et quand on a des problèmes au niveau du gouvernement, certainement, mais quand on a une opposition qui est incapable justement de faire ce travail de bilan et de perspective politique, eh bien, on est face à un vrai problème démocratique. Donc, moi, je suis concernée par ce qui se passe à l'UMP en tant que démocrate, parce que j'ai besoin, moi, de voir une opposition qui n'est pas dans la facilité, mais qui est dans la réflexion de fond. Et ça, on le voit toujours. Est-ce que vous, quand vous étiez dans l'opposition, vous aviez accepté aussi de faire ce travail d'inventaire, d'essayer de définir ce que peut être l'avenir, votre opposition, etc. Écoutez, personne n'est parfait, mais en tout cas, on a essayé de faire le travail. On a essayé de faire le travail, et on a essayé justement de proposer une réelle alternative. Et c'est ce qu'on continue de faire en tant que partenaire de la majorité, de continuer de dire au PS, attention, là vous partez par là, on pense qu'il vaudrait mieux s'orienter un petit peu plus. L'aiguillon de la majorité, c'est ça? Mais oui, mais on est là pour ça, on est là pour dire attention. C'est facile aussi comme rôle, ça. Non, pas si simple, parce que d'un côté on nous traite de collabos, parce qu'on est avec le Parti Socialiste qui ne fait pas assez ce qu'il devrait faire selon et puis vous abstenez sur certains textes. Et puis de l'autre côté on nous dit, et puis de l'autre côté, voilà, non, on est dans une position qui n'est pas
si confortable que ça, mais on pense qu'on doit apporter notre pierre et on pense qu'on a des propositions à faire. Là, on le voit sur la conversion écologique de l'économie qui va créer des centaines de milliers d'emplois. On est dans une période de crise. Grâce à cette conversion, on va créer des centaines de milliers d'emplois. Ben, je pense que se mobiliser et se battre pour ça, c'est tout à notre honneur, vraiment. Tout autre sujet, si vous le voulez bien. Là aussi, on va aller sur un rapport qui a été établi au Sénat sur la prostitution. Il aide les personnes concernées à s'en sortir. Le détail avec Nathalie Guiouard. Voilà un exemple de petite carte que nous donnons aux personnes que nous rencontrons sur les lieux de prostitution. Une adresse, un numéro de téléphone en cas de détresse, mais aussi des plaquettes d'information. À l'Amicale du Nid, on va sur le terrain pour aider les personnes prostituées à s'en sortir et leur proposer un accompagnement personnalisé. Protection sociale, minima sociaux, réinsertion professionnelle, ces démarches peuvent être difficiles à réaliser quand on a un passé de prostituée. L'ouverture des droits est complexe quand il s'agit en particulier de droit à la formation et à l'emploi. L'accompagnement vers la formation et à l'emploi nécessite un travail avec les institutions. Au syndicat des travailleurs du sexe, on considère au contraire la prostitution comme un métier normal. Mais on constate des discriminations au quotidien. Par exemple, accéder à des droits bancaires, le fait de pouvoir même ouvrir un compte ou le droit à l'assurance, le droit à l'emprunt, il peut y avoir des fortes discriminations. Le fait d'être travailleur du sexe, il y a plein d'administrations qui sont assez sceptiques ou qui n'ont pas forcément envie de rendre les services qui sont disponibles. Pour les sénateurs, les prostituées sont d'abord des victimes. Dans leur rapport, Jean-Pierre Godefroy et Chantal Joanneau veulent changer de regard sur la prostitution. Il faut faire jouer une présomption de victime quand on voit une personne prostituée. Et donc il faut l'aider à sortir de la prostitution, il faut l'aider à dénoncer son réseau. Donc il y a beaucoup de dispositions qu'on préconise, comme l'octroi d'un titre de séjour, comme une allocation temporaire, l'accès au logement d'urgence, un vrai système de protection de la part de l'État. Selon les sénateurs, il y a 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France, dont la grande majorité est esclave de réseaux de traite. Alors dans ce rapport, il y a beaucoup de mesures pour accompagner les personnes qui se prostituent, mais pas de mesures de contrainte. L'arsenal législatif est absent, vous le regrettez ? Oui, alors c'est une situation très délicate, la question des prostituées, parce qu'il y a d'un côté la question de l'esclavagisme, de la traite d'êtres humains, qui est un sujet très grave. Après, il y a la question de la prostitution en soi, et là on voit bien que les opinions divergent entre ceux qui considèrent que c'est un travail, d'autres qui considèrent que de toute façon, vendre son corps, ce n'est pas possible. Donc la position que nous on a, et qui quelque part recouvre les deux, c'est que d'abord, il faut absolument abolir le délit de racolage passif, qui les met dans des situations très délicates parce qu'elles ne deviennent pas du tout des victimes, mais là, elles sont punies elles-mêmes. Et puis là, il y a un rapport de Maud Olivier à l'Assemblée nationale qui donne lieu à une proposition de loi qui viserait à pénaliser le client, donc en fait à renverser les choses. Nous, on pense que c'est très dangereux parce que ça risque de précariser encore plus les femmes ou les hommes d'ailleurs prostitués, puisqu'ils seraient encore plus poussés vers se cacher et à la merci justement de ces clients qui auraient peur de se faire choper. Il faut changer la loi et prendre les deux rapports, tout mélanger et refaire une nouvelle loi. Tout mélanger, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question des personnes prostituées doit sortir absolument des grandes théories et se confronter à la réalité de cette situation et aider celles qui veulent s'en sortir, celles qui ont envie de faire autre chose. Il faut les sortir du système où elles n'existent pas. Donc il faut qu'elles existent, il faut qu'elles soient reconnues, qu'elles soient aidées. Après, je pense que si on s'activait vraiment sur ce qui existe déjà dans la loi, c'est-à-dire la recherche, la lutte contre les réseaux mafieux qui gèrent les prostituées, je pense qu'on avancerait plus parce que la question des réseaux, pour moi, est un problème central. Barbara Pompili, on va terminer cette émission avec des images de Notre-Dame-des-Landes. Souvenez-vous, le mouvement a démarré il y a 1 an. C'est le plus de l'hebdo. On va vous proposer de suivre des extraits d'un documentaire qui s'appelle « Le tarmac est dans le pré » où l'histoire d'1 an de mobilisation et d'affrontement entre les forces de l'ordre et les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une toute avant-première avec Simon Barbary. À une vingtaine de kilomètres de Nantes, des gendarmes suréquipés face à des paysans en colère et des altermondialistes provocateurs. Combien de genoux t'as cassé? T'es payé combien les matomes?
Voilà près de 40 ans que le projet du futur aéroport du Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes divise. Tourné l'année dernière, le documentaire Le Tarmac est dans le pré de Thibaut Ferrier donne la parole aux protagonistes de deux visions du monde. Un projet inutile, ruineux et anti-écologique pour les porte-drapeaux de ce que l'on nomme la guérilla bocagère. On n'a pas besoin d'aller loin pour puiser de l'eau ici. Et les zones humides, eh bien, on veut contourner la loi pour faire un aéroport sur une zone humide magnifique comme ça, un bocage magnifique comme ça. C'est impensable. La loi dit aucune construction sur les zones humides, sauf si on n'a pas de la preuve qu'on ne peut pas faire autrement. Alors là, pour faire autrement, ben, on a Nantes Atlantique qui existe et qui n'est pas saturé. Une étape essentielle au développement économique de la région pour un front uni d'élus locaux. Il faut aujourd'hui prendre en compte la nécessité d'avoir du développement. Pourquoi développement? Parce que le développement, c'est des projets, c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Ces mots-là ne sont pas des abstractions. On ne provoque pas d'emploi s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'activité. Alors que le futur aéroport du Grand Ouest devrait voir le jour en 2017, ce documentaire capte les enjeux et les rouages de la bataille de Notre-Dame-des-Landes, soit une opposition radicale entre deux modèles de développement et de croissance. Hérault paye son aéroport, il envoie les flics et les camions, pour Vinci ordonne les expulsions. Ce documentaire pourrait suivre le 4 novembre prochain. Il y a l'impression d'avoir deux philosophies qu'on entend dans ce documentaire. Évidemment, le concret, l'économique, contre l'utopie, le développement durable. C'est conciliable tout ça? L'utopie, vous parlez de ceux qui n'ont pas changé d'avis depuis 40 ans, c'est bien cela dont vous parlez. De ceux qui luttent contre le projet économique. L'aéroport, justement, l'aéroport a été décidé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, la situation économique, sociale, écologique n'avait rien à voir avec maintenant. Ces gens n'ont pas évolué depuis 40 ans. Il faut que maintenant, ils avancent et qu'ils reviennent aux réalités économiques et écologiques. Et les réalités économiques et écologiques, c'est que maintenant, on a moins besoin d'aéroports. On s'est rendu compte que les transports